meurt quelque part dans une zone maritime sous tension. Une patrouille française navigue en mission de routine, comme elle l'a fait des dizaines de fois auparavant. Rien, ce matin-là, ne laisse présager ce qui va suivre. Puis, en quelques secondes, les communications sont coupées. Silence radio total. Sur l'écran radar, plusieurs vedettes rapides, non identifiées, surgissent de nulle part et convergent vers la patrouille française. Le commandant comprend immédiatement que quelque chose ne colle pas. Ce n'est plus un exercice, ce n'est plus une routine. En moins de 10 minutes, cette mission ordinaire va basculer dans l'une des crises diplomatiques les plus tendues de ces dernières années. Si ce genre de récit vous captive, abonnez-vous et activez la cloche. Ça m'aide énormément à faire vivre cette chaîne. À bord, 15 marins français. Certains en sont à leur première mission longue durée. D'autres ont déjà navigué dans cette même zone à plusieurs reprises. Leur mission, une patrouille de surveillance maritime, dans une région où les tensions régionales n'ont cessé de croître ces derniers mois, sans jamais franchir, jusque-là, un point de non-retour. Le commandant connaît la zone. Il sait que la présence militaire y est plus dense qu'auparavant, que les incidents mineurs, survols, interceptions, avertissements radio, se sont multipliés ces dernières semaines. Mais rien, dans les rapports précédents, ne laissait présager une confrontation directe. Ce matin-là, pourtant, quelque chose détonne. Le radar affiche des signaux inhabituels, des trajectoires qui ne correspondent à aucun trafic commercial ou militaire déclaré. L'officier de veille tente d'établir le contact radio, comme le protocole l'exige. Aucune réponse. Il réessaye. Toujours rien. En quelques minutes à peine, plusieurs embarcations rapides, non identifiées, encerclent progressivement la patrouille française, coupant toute trajectoire de retraite évidente. Le commandant doit alors prendre l'une des décisions les plus lourdes de sa carrière, résister à cet encerclement, au risque de provoquer un affrontement direct, ou temporiser, dans l'espoir d'éviter une escalade incontrôlable. Le commandant choisit de ne pas provoquer l'irréparable, mais la décision ne lui appartient bientôt plus totalement. En quelques minutes, les 15 marins français sont désarmés et escortés vers une base militaire, sans qu'aucun coup de feu n'ait été échangé, mais sans qu'aucune explication claire ne leur soit donnée non plus. À Paris, la nouvelle remonte presque immédiatement jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Une cellule de crise est activée dans l'heure qui suit. Les premières informations sont fragmentaires, parfois contradictoires, mais un fait s'impose rapidement. 15 ressortissants français sont désormais détenus, dans des circonstances encore floues, par une puissance régionale dont les intentions restent difficiles à interpréter. Très vite, les chaînes d'information internationales s'emparent de l'affaire. L'histoire tourne en boucle, alimentée par des images satellites, des analyses d'experts en géopolitique et des déclarations officielles savamment mesurées de part et d'autre. En quelques heures seulement, un incident maritime isolé devient un sujet de politique internationale de premier plan. Pendant ce temps, les familles des 15 marins vivent dans l'angoisse et l'incertitude. Certaines apprennent la nouvelle par la télévision, avant même d'être officiellement contactées. Sur les réseaux sociaux, les spéculations se multiplient à une vitesse vertigineuse. Rumeurs, fausses informations, appels à la fermeté, appels à la prudence. Chacun y va de son interprétation, souvent bien éloignée de la réalité du terrain. Dans ce climat de tension extrême, les premiers canaux de négociation s'ouvrent discrètement entre diplomates. Mais rien, à ce stade, ne garantit une résolution rapide de la crise. Loin des caméras et des déclarations publiques, de véritables négociations diplomatiques débutent, dans le plus grand secret. Chaque mot compte, chaque proposition est pesée, sous-pesée, parfois reformulée plusieurs fois avant d'être transmise à l'autre partie, tant la moindre maladresse pourrait faire dérailler l'ensemble du processus. Sur la scène internationale, la pression monte. Plusieurs gouvernements alliés appellent publiquement à la retenue, tout en apportant, en coulisses, un soutien diplomatique discret à la France. D'autres puissances, plus prudentes, préfèrent ne pas prendre position ouvertement, conscientes que cette crise dépasse largement le simple cadre bilatéral. Les négociateurs français avancent sur un fil extrêmement fin, obtenir la libération rapide des 15 marins, sans pour autant donner l'impression de céder à une forme de pression ou de chantage qui pourrait, à terme,
encourager d'autres incidents similaires. Chaque déclaration publique, même la plus anodine en apparence, est scrutée, analysée et peut à tout moment fragiliser des semaines de discussions patientes menées en coulisses. Les jours passent, rythmés par des rumeurs d'avancées, puis de blocages, puis à nouveau d'espoir de résolution rapide. Pour les familles, cette incertitude prolongée est sans doute l'épreuve la plus difficile de toute cette crise. Finalement, après plusieurs jours d'intenses tractations, un accord semble se dessiner. Mais dans ce genre de situation, personne, ni les diplomates, ni les familles, ni le gouvernement lui-même, ne peut affirmer avec certitude qu'il sera bel et bien respecté jusqu'au bout. Puis, enfin, la nouvelle tant attendue arrive. Les 15 marins français sont libérés. L'annonce se propage en quelques minutes à travers le monde entier, soulageant à la fois les familles, le gouvernement et une opinion publique suspendue à cette affaire depuis des jours. Le retour en France est un moment chargé d'émotions. Les familles, longtemps rongées par l'angoisse, retrouvent enfin leurs proches. Pour beaucoup d'entre elles, cette attente restera l'une des périodes les plus éprouvantes de leur vie. Dans les jours qui suivent, les gouvernements concernés entament un travail discret d'analyse et de retour d'expérience. Comment un incident isolé a-t-il pu, en quelques heures à peine, se transformer en crise internationale majeure? Quelle procédure aurait pu permettre d'éviter une telle escalade? Ce sont des questions que les états-majors et les diplomates continueront d'étudier bien après la fin médiatique de l'affaire. Cette histoire, bien, et vous, pensez-vous qu'une telle crise pourrait être évitée aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. Si cette histoire vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous pour ne rater aucun prochain récit et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.